Avez-vous déjà mangé des pommes farineuses? Je pense bien que oui, et je pense bien que vous n'avez pas forcément apprécié. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi certaines pommes sont farineuses tandis que d'autres ne le sont pas. Savez-vous que les chercheurs travaillent à la mise au point de prototypes qui nous permettront d'identifier les pommes farineuses? Objectif: les éliminer définitivement de votre compotier. Sabrina, vous êtes responsable qualité au verger d'Anjou. C'est exact. Et nous sommes? Alors nous sommes dans un verger de nos coopérateurs, Oui. Dans un verger d'Ariane actuellement. Donc il y a plein de pommes, on ne voit pas forcément de différence à l'œil nu entre ces différentes pommes. Non, tout à fait, on peut en prendre une si vous voulez. Ouais. En voici une. Est-ce qu'elle est farineuse, cette pomme? C'est une bonne question, je peux pas, à part croquer, je ne peux pas vous répondre juste à la vue du fruit. D'accord, donc là on n'a aucun moyen de savoir. Est-ce que vous avez quand même des outils qui vous permettent d'avoir des infos sur la pomme? Oui, on a certaines informations intrinsèques du fruit. Par exemple, on peut mesurer le taux de sucre ou encore le taux de fermeté. Ce sont des méthodes qu'on utilise en station de conditionnement. Je peux vous emmener si vous le souhaitez. Allez, voilà. C'est parti. Et Sabrina, c'est vraiment grave une pomme farineuse pour vous? Pour nous, c'est un client qui ne revient pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Sabrina? Je suis en train de préparer un test pour mesurer la fermeté du fruit en fait. D'accord. Voilà, donc je pèle la première couche et après je fais les mesures. Donc là c'est une analyse destructive. Totalement. Donc on a un appareil qui permet de mesurer la fermeté et qui enregistre les résultats en fait. Et qu'est-ce qui se passe ici, Sabrina, dans la calibreuse? Alors là, l'ensemble des fruits vont passer sous un système de caméra pour être triés, afin de les trier par défaut extérieur aux fruits. Mon rêve, ce serait effectivement que les fruits farineux puissent aussi être triés au même titre que les fruits ayant des défauts. Donc un outil supplémentaire qu'on rajoute à la calibreuse. Et si possible non destructif. Génial, ok, très bien. Le rêve de Sabrina va peut-être bientôt devenir réalité. Une équipe de chercheurs travaille en effet depuis plusieurs années sur un projet qui s'appelle AI-Fruits et dont l'objectif est de comprendre pourquoi certaines pommes sont farineuses. Venez, on va essayer de comprendre tout ça. Nous sommes au campus du végétal. Michael, vous êtes enseignant-chercheur en qualité des fruits. Pourquoi certaines pommes sont farineuses? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que des pommes deviennent farineuses, notamment en conservation, soit le facteur génétique qui est lié à la variété, soit le facteur environnemental, c'est-à-dire suivant les conditions climatiques pendant que la pomme s'est développée, peuvent interagir sur sa qualité, notamment sur sa farinosité à la récolte et en conservation. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction entre les deux, c'est-à-dire que certaines années, des variétés vont avoir tendance à devenir très farineuses en conservation et d'autres années, beaucoup moins. Donc c'est hyper compliqué. C'est très compliqué à étudier. Marc, vous êtes chercheur à l'INRA et vous travaillez sur la texture des fruits. Qu'est-ce que la texture? Alors, la texture peut avoir différentes définitions en fonction de l'usage du fruit, mais pour le consommateur, c'est ce qu'il perçoit en bouche. Donc il peut apercevoir différents descripteurs, la fermeté, la jutosité, le fondant, et il y a des défauts aussi de texture comme la farinosité. Et qu'est-ce qui influence alors cette texture? Alors en fait, ce qui influence cette texture se trouve à différentes échelles. Ici, on s'intéresse à la distribution dans taille et en morphologie des cellules et éventuellement aussi sur la distribution des espaces intercellulaires, parce que l'on sait que plus les cellules sont petites, moins il y a d'air dans les tissus, plus les tissus sont fermes. Pour synthétiser ce que viennent d'expliquer Michael et Marc, quand on croque dans une pomme, notre perception de la texture dépend de différents facteurs, à différentes échelles. Ainsi, la texture d'une pomme est d'abord liée à l'organisation de ses tissus. Ces derniers sont constitués de cellules qui sont collées les unes aux autres et qui ont des tailles et des formes différentes. Mais l'espace entre les cellules joue également un rôle prépondérant. Il peut être rempli de sucre ou d'air. Tout dépend de la composition des parois des cellules. La proportion et la répartition des différentes cellules dans le fruit expliquent les sensations que l'on peut avoir en mangeant une pomme farineuse ou une pomme croquante. Pour conclure, l'organisation des tissus du fruit, la composition des cellules varient en fonction de la variété de la pomme, de ses conditions de culture et de son stade de maturité. Le programme AI-Fruits cherche à mieux connaître les effets de ces trois facteurs sur l'organisation de la texture. L'objectif final est de développer des instruments non destructifs pour évaluer l'organisation des tissus et donc évaluer la qualité de la texture du fruit. Maya, vous êtes chercheur en IRM et vous utilisez cette technologie pour récolter diverses informations sur les pommes. Quelles sont ces informations ?
L'IRM permet de quantifier la structure interne des fruits de façon non invasive et non destructive, mais aussi d'accéder aux informations sur l'organisation interne des tissus, à savoir sur la répartition de l'eau au sein de la cellule végétale, mais également à la quantité d'air relative dans les tissus. Ces éléments que vous avez récoltés grâce à l'IRM, à quoi ils vous servent finalement? Alors ces informations sur la répartition de l'eau dans les cellules et sur la microporosité ont pu être liées à des propriétés mécaniques qui, comme vous le savez, sont liées à la texture du fruit. Et qui dit texture dit farinosité éventuellement. Voilà. Pierre, vous êtes enseignant-chercheur en physique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert ce petit boîtier? Alors ce petit boîtier, voilà ce qu'il fait. Il va exciter sonométriquement la pomme et on va analyser sa réponse, le son qu'elle émet suite à cet léger impact. Et vous imaginez que cette réponse, elle va être liée à des caractéristiques internes? Oui, on sait que quand le fruit vieillit, la réponse sonométrique évolue. Oui. Et on essaie de relier cette réponse sonométrique à la texture du fruit, notamment à sa fermeté, à sa jutosité, voire peut-être, on espère, à sa farinosité également. Tous ces chercheurs émettent des hypothèses quant aux origines de la farinosité. Je vais maintenant vous emmener rencontrer Théodore qui va structurer toutes ces données collectées. Théodore, dans le cadre du projet AI-Fruit, vous travaillez sur des approches statistiques. Tout à fait. Et que viennent faire les stats dans la farinosité de la pomme? Alors, les statistiques sont là pour valider certaines hypothèses que nos collègues chimistes, biologistes, physiciens ou opticiens émettent par rapport à différents critères qui se situent à différentes échelles dans le cadre du fruit, à l'échelle du fruit tout entier, à l'échelle du tissu, de la macromolécule ou du génome, par exemple. Et dans le cadre du génome, concrètement, à quoi on peut aboutir? Alors, dans le cadre du génome, par exemple, on peut utiliser les approches statistiques pour mieux cibler les gènes qui seraient éventuellement susceptibles de donner ce caractère farineux du fruit. Deux projets aujourd'hui sortent du lot. Pourquoi? Car ils sont plus avancés que les autres en termes de corrélation entre la mesure et la texture. On va aller voir ces prototypes qui seront peut-être un jour adaptés pour un usage professionnel au verger. Haroun, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en acoustique. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que vous travaillez avec cette pomme exactement comme travaillent des géophysiciens avec la planète Terre. Exactement. En fait, les géophysiciens travaillent sur les séismes qui se propagent autour de la Terre et leur étude nous donne des renseignements sur les propriétés du manteau terrestre. Ici, l'idée est de développer cette même technique à une échelle réduite, qui est celle de la pomme, et qui permettrait donc de créer des séismes qui se propagent et qui nous donneraient des propriétés sur la pomme. Donc on s'amuse, vous amusez comme ça à faire des faux séismes? Oui, tout à fait. On crée ainsi des séismes ultrasonores qui se propagent et leur étude nous donne des informations importantes sur les propriétés du fruit. Donc si le séisme se propage rapidement, la pomme est croquante. Et si le séisme se propage lentement, la pomme est plutôt farineuse. Et ça pourrait être dans un verger, un outil portatif un jour? La suite du projet vise à développer un outil au service effectivement du verger. Mohamed, grâce à vous, je vais quitter le monde du son pour entrer dans le monde de la lumière. Par exemple avec ce laser que vous êtes en train d'envoyer sur la pomme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc c'est simple, on envoie un laser sur une pomme, ça rentre dans le contrôle non destructif. Ça veut dire la pomme, elle n'est pas déstructurée et on arrive à mesurer la quantité de lumière absorbée dans la pomme ou sa diffusion. La quantité de lumière absorbée va nous renseigner sur la composition biochimique et la manière dont la lumière se diffuse dans les tissus de la pomme va nous renseigner sur la structure. Et une fois que vous avez la structure et la composition biochimique, que pouvez-vous en déduire? Donc, une fois on a ces deux paramètres, on peut prédire la qualité du fruit, notamment la farinosité. Et voilà, vous savez tout sur la farinosité des pommes. Espérons que le projet AI-Fruit aboutisse rapidement afin de dire adieu aux pommes farineuses.